Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Jungle. Bonjour Ophélie, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, au programme aujourd'hui de cette nouvelle exposition sur la jungle dès l'événementiel, on va d'abord commencer par se présenter. Ensuite, on vous fera du coup part de nos conseils et de nos facteurs clés de succès pour faire des événements qui cartonnent. Et on reprendra l'exemple concret de l'événement fait maison par Stello qui s'est appelé l'Accordé et qui a été un vrai succès. Alors, pour commencer par l'histoire des exploratrices, Ophélie, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Déjà, merci d'être avec nous. Moi, je suis brand manager chez Stello. Je suis arrivée il y a à peu près 1 an pour construire le pôle communication et acter le rebranding, donc le changement de marque de Stello. Et du coup, pour faire rapide, Stello, c'est une marque d'assurance, donc une néo-assurance pour les entrepreneurs et les freelances. Donc, notre objectif, c'est d'être vraiment la bonne étoile des pros et d'accompagner les aventuriers entrepreneurs tout au long de leur aventure d'entrepreneuriat. Merci pour cette présentation. Du coup, moi, Tiffaine, donc, je suis en marketing chez Jeudi Merci. Jeudi Merci, on a un logiciel qui permet d'automatiser l'envoi d'objets personnalisés ou de cadeaux depuis un CRM. On fait ça dans un cadre en général de fidélisation, d'acquisition ou d'animation de communauté. On va attaquer aujourd'hui le sujet des 6 facteurs clés de succès pour vos événements. Ça va se dérouler en 3 étapes. La première, c'est qu'on va d'abord choisir, vous expliquer comment bien choisir vos événements. Donc, que ce soit comment bien choisir un événement qu'on fait maison ou comment bien choisir un salon auquel nous allons participer. Ensuite, on va vraiment travailler du coup 6 facteurs clés de succès pour un événement qui cartonne. Donc, il y en aura 3 sur un événement fait maison et 3 sur les salons. Et on reviendra plus en détail sur l'événement de Stello, justement, l'Accordé, qui est un événement fait maison. Alors, comment bien choisir ces événements? Tout d'abord, la première étape, c'est évidemment de définir les objectifs de son événement. On a une politique, nous, c'est de se dire qu'en général, on ne va pas mettre 10 000 € dans un salon si c'est pour fidéliser ou pour faire de la notoriété. Un salon, chez nous, c'est un objectif d'acquisition. Pour la simple et bonne raison qu'un salon, ça permet d'atteindre une audience qui n'est pas déjà existante dans notre base de données et qui permet du coup d'aller chercher des nouveaux contacts, des nouveaux leads, des nouvelles entreprises. Ça n'empêche pas de faire de la notoriété et de la fidélisation, mais l'objectif principal est un objectif d'acquisition. Alors que si on fait un événement fait maison, on va vraiment être sur de la notoriété, on va montrer notre image de marque, on va essayer de gagner en visibilité et on va aussi fidéliser une audience déjà présente dans notre base. Donc voilà, donc pour nous, il y a vraiment 2 manières de gérer nos événements. En tant que participant dans un salon, les critères de go, no-go pour les salons, il y en a vraiment plusieurs. Les premiers, et du coup, moi, les données, on va dire, fiables que j'utilise pour un salon, ça va être de me dire, OK, c'est mes clients. Si j'ai au moins 10 clients qui connaissent le salon, je me dis que, OK, il y a moyen d'y aller. Sinon, ça va être mes réseaux et mes partenaires. En général, j'ai une relation assez proche avec eux pour qu'ils me partagent le ROI de l'édition précédente. Donc, je vais vraiment avoir confiance en ce qu'ils me racontent. Et ils vont aussi me confirmer le potentiel de l'audience qui sera présente lors de l'événement. Et mon autre donnée fiable, c'est l'équipe, parce que nous, on va aussi à des salons en tant que visiteurs. Et si en tant que visiteur, on a validé le potentiel d'un salon, alors on va pouvoir y aller peut-être en tant qu'exposant l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est ça ce que j'appelle de la donnée fiable. De la donnée pas fiable, c'est pour moi un commercial qui va me dire « Ah, j'ai eu un tel au téléphone, il va à ce salon, il faut qu'on y aille. » Non, si jamais, c'est pas parce que lui, il y va que c'est forcément le salon de l'année. Il faut d'abord qu'on confirme avec d'autres clients pourquoi ils y vont. Enfin, s'ils y vont. Et surtout, il faut savoir pourquoi est-ce qu'il y va. S'il va au salon pour faire du networking, s'il va au salon juste pour faire de la veille, alors moi, je ne suis pas forcément intéressée puisque mon objectif est un objectif d'acquisition. Et l'autre donnée pas fiable que j'utiliserais, c'est parfois un petit peu celle des organisateurs de salons qui vont toujours me dire que mon audience, comme par hasard, elle est présente lors du salon. Je préfère vraiment me fier plutôt à ce que vont me raconter mes partenaires qui ont déjà participé ou mes clients quand ils disent qu'ils y vont.
Euh, donc voilà pour la partie go no go sur les salons. En tout cas, pour moi, c'est du coup maintenant très facile de pouvoir répondre aux salons qui me prospectent pour me dire de venir si j'y vais ou si je vais pas. Les critères, ils sont très fixes. Ophélie, je te laisse prendre la main sur la partie comment est-ce qu'on organise un bon événement de marque. Yes. Eh bien, l'avantage, en fait, quand on construit un événement à 100% et qu'on le brande, du coup, à 100% avec notre marque, c'est que déjà, ça reflète beaucoup plus l'ADN de sa marque. Donc, typiquement, nous, avec l'Accordé, on a fait tout maison et en fait, on l'a fait vraiment comme on le voulait. Donc, c'était à nos couleurs, ça reflétait nos propres valeurs. On nous voyait partout, donc en fait, on a aussi beaucoup plus de visibilité quand on organise son propre événement que quand on se fond dans un salon ou autre. On peut aussi typiquement s'adapter à son audience. Donc, c'est hyper important. Nous, par exemple, on visait les entrepreneurs. On s'est dit, les entrepreneurs, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs problèmes, comment est-ce que notre événement va répondre parfaitement à ces enjeux-là. Donc, c'est beaucoup plus facile de cibler une audience clé en organisant son propre événement plutôt qu'en s'intégrant dans un événement qui n'est pas le nôtre. Ça permet aussi de définir son budget. Donc, quand on intègre un salon ou qu'on prend un stand quelque part, on ne définit pas son budget, on nous impose un prix. Nous, on avait du coup défini notre propre enveloppe, donc généralement, elle est plus importante quand on fait son propre événement. Nous, on s'était dit, on a 30 000 euros pour l'accorder. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de gérer ses dépenses et aussi de prioriser et donc de dépenser plus sur les sujets qui nous semblent le plus importants et qui répondent aussi aux besoins de notre cible. Donc ça c'est vraiment important. Et puis il y a le point du lieu aussi. C'est hyper clé dans le sens où on a forcément nos clients sont répartis en France, en Europe, dans le monde selon les entreprises. Le lieu d'un événement, il doit être stratégique. Nous, typiquement, on a choisi de faire l'événement à Paris parce que 75% de nos clients et de notre communauté sont à Paris et que l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs à Paris qu'ailleurs. Donc, on a choisi notre lieu, encore une fois, en fonction de notre audience. Donc ça, c'est aussi un facteur clé de succès assez important. Donc, il y a le lieu de façon géographique et aussi le lieu où on fait l'événement. Donc, est-ce qu'on fait l'événement, je ne sais pas, dans une salle de conférence? Est-ce qu'on l'a fait plutôt sur un bateau? Nous, on a choisi une salle d'escalade parce que notre ADN de marque parle d'aventure, parle de sport, parle de risque. Et du coup, l'escalade, ça nous semblait être un super parallèle. Mais du coup, le lieu, c'est vraiment aussi important pour que l'événement soit réussi. Je ne sais pas si j'ai respecté l'ordre des slides, Tiffany. Je suis désolée. Je crois qu'on est un peu parti en freestyle. Du coup, ça, c'était un peu sur pourquoi vous avez choisi de faire un événement maison. Maintenant, sur les facteurs clés vraiment de succès de l'événement, est-ce que tu peux revenir sur les 3 points qui font que votre événement a vraiment fonctionné? Oui, bien sûr. Eh bien, le fait que typiquement, on communique comme on a envie de communiquer. Donc, un événement, il faut vraiment être capable de... Enfin, quand on construit son propre événement à 100%, il faut être capable de construire un plan de communication qui donne hyper envie de venir. Parce que du coup, on est les seuls responsables de la fréquentation de l'événement. Il n'y a personne d'autre qui va communiquer dessus. Donc, si on veut qu'il y ait du monde qui se déplace, il faut communiquer à fond. Donc la com, c'est vraiment important. Typiquement, nous, on a communiqué 1 mois avant l'événement et je pense qu'on en parlait tous les jours, de partout. Donc newsletter, sur les réseaux. On a pris la parole à quelques endroits. On a fait aussi, on a bossé avec des médias pour qu'ils le relaient en presse. Enfin, le but, c'est que la terre entière entende parler de cet événement, quoi. Le deuxième facteur clé de succès qu'on a identifié, c'est les intervenants. C'est super important de choisir à la fois des intervenants qui répondent aux enjeux de l'audience et au sujet, mais il faut aussi choisir les intervenants par rapport à leurs valeurs et
par rapport à leur mindset. Typiquement, nous, on voulait qu'ils arrivent en basket, t-shirt, que ce soit assez détendu, que ce soit pas en grande pompe, parce que ça correspond pas à notre ADN. Et on a aussi fait en sorte que les intervenants soient copains entre eux, pour qu'il y ait vraiment une bonne ambiance, qu'ils aient tous envie de venir, tous envie de rester sur l'événement. Donc, typiquement, on avait choisi Nina Ramen, Caroline Mignot, qui se connaissent, Fabien Ferreira, qui connaît aussi Nina et Caroline. Et en fait, à la fois, ils étaient hyper experts sur leur sujet. À la fois, ils avaient une approche très proche de l'entrepreneuriat et très proche du freelancing. Du coup, ça répondait vraiment aux attentes de notre audience. Et ils se connaissaient. Du coup, ils savaient très bien ils connaissaient très bien le sujet l'un de l'autre, donc ils pouvaient se permettre de rebondir, faire des blagues. Donc, hyper intéressant de choisir des intervenants qui se sentent bien ensemble et qui répondent à l'ADN de marque. Et le qui permettent en troisième... plus de faire venir leur propre communauté, quoi, qui vont aussi être porte-parole de votre événement et communiquer parce qu'eux-mêmes se sentent investis en fait dans l'événement. Ouais, exactement. En plus de la campagne de communication, on a prévu une campagne d'influence sur laquelle on a mis un petit budget. Je pense que ça nous a... Enfin non, un bon budget en fait. Je pense que sur les 30 000 euros, ça nous a coûté 8 000 euros de demander du coup aux intervenants de communiquer à leur communauté. Donc ça aussi, c'est très important de se reposer sur la communauté des intervenants pour compter sur eux vraiment pour communiquer sur l'événement et aussi donner envie de venir. Et du coup, le troisième facteur clé de succès, c'est l'équipe en fait. Typiquement, comme on a tout fait maison, il fallait s'occuper du vestiaire, il fallait s'occuper de l'accueil, de discuter avec les participants. En fait, on avait vraiment un prestataire pour le lieu et la nourriture, et après tout le reste, c'est l'équipe Stello qui s'est chargée de le faire. Et donc, il y a un gros enjeu à ce que ce soit pas seulement un événement marketing, mais que ce soit un événement de marque, et que du coup, toute l'entreprise se sente concernée, intégrée, investie, motivée pour que ce soit une réussite. Donc, nous, on avait fait des teams, chacun avait choisi un peu ses missions. C'était assez chouette parce qu'on avait notre pull Stello et on se baladait tous dans l'événement et on était vraiment, au service des participants. Et ça a fait en sorte que l'ambiance soit assez authentique et qu'ils se sentent accueillis par la marque Stello de A à Z. Super, merci beaucoup Ophélie. Du coup, après, on peut revenir rapidement sur la partie lieu. C'est vrai que, comme tu l'avais dit, vous êtes parti sur une salle d'escalade parce que ça avait du sens par rapport à un message que vous voulez faire. Et c'est vrai que le lieu, en fait, c'est vraiment un facteur clé de succès tant pour un événement fait maison que pour un salon. Nous également, beaucoup de notre audience se trouve sur Paris, donc on fait des événements maison avec Jeudi Merci, on va tendance à les faire sur Paris. On a cet avantage aujourd'hui d'avoir fait assez d'événements sur Paris pour que nos contacts en région nous disent « Ah, venez nous voir ». Et du coup, on sait qu'ils vont être tellement contents qu'on vienne les voir que je pense que la prochaine fois qu'on va s'aventurer en région, ça fonctionnera parce qu'ils ont été déçus de louper les éditions parisiennes. Mais je pense que si on s'était d'abord lancé en région, on se serait peut-être cassé les dents parce que du coup, c'est pas là que notre audience principale est. Et du coup, la question de la ville, c'est aussi très important parce que en événement de notoriété, on va aller là où il y a tout le monde, alors que les salons permettent aussi d'aller chercher des audiences qui sont dans des villes autres que Paris, et du coup d'aller rencontrer des audiences qu'on n'aurait pas forcément vues ni dans un événement maison, ni à travers une audience web. Donc en fait, de se déplacer dans les villes, c'est aussi hyper pratique, et les salons sont une très bonne excuse pour aller dans d'autres villes que Paris. Ça m'amène d'ailleurs à mon premier facteur clé de succès, moi, sur la partie événement, ce qui est d'engager les sales dès le début. Et en gros, nous, quand on va à un salon en région, c'est pas juste de dire « Ok, on arrive le mardi à 9h, on va tenir le stand toute la journée, et puis à 18h, on reprend le train et on part. » Nous, nos sales, ils arrivent soit la veille, soit ils repartent le lendemain, mais ils en profitent pour aller rencontrer soit des clients qu'ils ont déjà signés dans la ville où on va, soit des nouveaux prospects qu'ils vont voir.
Et du coup, en fait, ça fait que, au pire, si jamais on n'a pas réussi à les obtenir sur le stand, le déplacement est rentabilisé parce qu'on a réussi à faire un peu de fidélisation sur les clients qu'on allait voir et un peu de prospection sur des personnes avec qui on va enfin faire des rendez-vous physiques, vu qu'aujourd'hui, les 3/4 des rendez-vous se font en virtuel. Et pour ça, on profite un maximum des invitations offertes par les organisateurs. C'est un truc un peu sous-coté parce que mais les 3/4 des salons en fait vont vous dire bah voilà, je vous offre alors ça dépend des forfaits, mais ils peuvent vous offrir 5 invitations, 20 invitations. Et si c'est dans un endroit où vous avez soit un prospect hyper qualifié que vous avez envie de rencontrer, soit un client que vous adorez, c'est un super moyen de faire de la fidélisation, mais aussi d'entretenir une relation de bah regardez, c'est gagnant-gagnant. Nous, on va se parler lors de l'événement, donc je suis contente de vous y retrouver. Et vous, bah, vous allez pouvoir faire votre veille, vous allez pouvoir voir comment ça se passe sur le salon. Enfin, voilà, donc il y a vraiment un truc qui est sous-coté. Pour moi, c'est les invitations offertes par les organisateurs à des événements et il faut vraiment les exploiter au maximum. Le deuxième facteur clé de succès d'un événement, notamment un salon pour nous, c'est pas de salon sans prise de parole. Si on veut générer du trafic sur notre stand, il faut qu'on gagne en visibilité. Et dans les salons, les meilleurs moyens de gagner en visibilité, c'est d'aller prendre la parole. Et du coup, on a rajouté un nouveau critère qui est pas de prise de parole en fin de journée. Parce que la prise de parole à 16h30 où la personne, du coup, a son train à 18h, elle a beau avoir apprécié votre conférence, elle n'a pas le temps de passer parler avec vous l'après-midi. Donc, nous, dans nos critères, il n'y a aucune prise de parole après 14h. Et le dernier facteur clé de succès, et qui n'est pas des moindres, c'est l'animation du stand pour se démarquer. Nous, on crée une identité visuelle par salon. En fait, ça ne sert à rien d'avoir un immense stand qui est toujours le même. On va essayer de créer des animations qui font que les personnes vont venir. Et là, je vais venir à l'utilisation du kakémono dans un salon. En fait, sur votre salon, vous avez plusieurs événements. Vous avez l'identité de votre stand qui est fait pour intriguer et attirer l'attention pour que les gens viennent vous parler. Et après, vous avez des sales qui sont là pour faire leur discours et vendre votre produit et apprendre à connaître les gens. Du coup, est-ce que vous avez vraiment besoin de mettre tout votre discours sales sur vos kakémonos alors que vous avez des personnes vivantes qui vont mieux le faire en live? Moi, je ne pense pas. Et c'est pour ça que dans les salons, le but qu'on met sur un kakémono, sur un stand, ou sur même, on peut maintenant acheter des petits cubes sur lesquels on met des éléments, c'est vraiment intriguer les gens. Le but, c'est d'avoir une phrase d'accroche qui fait qu'ils vont vouloir venir vous voir. C'est vraiment d'attirer l'attention, c'est pas de vendre directement. Donc, revisitez un peu ça, mettez des choses colorées, arrêtez de mettre directement des graphes de tous vos outils. Ce qui attirera le plus l'attention, c'est une bonne phrase d'accroche avec un visuel bien visible. Et après, il y a la partie organiser des jeux concours. Vous pouvez travailler sur de l'incentive, ça marche beaucoup, notamment pour récupérer après les données des gens qui viennent sur le stand. Parce que parfois, les organisateurs peuvent mettre beaucoup de temps à vous envoyer la liste des participants et derrière, du coup, bah, vous avez perdu le momentum. Alors que si vous avez réussi à récupérer les données directement depuis votre stand, alors bah, c'est beaucoup plus facile de rappeler la personne rapidement. En organisant un jeu concours, vous pouvez trouver une bonne incentive. Parfois, c'est juste le fait d'avoir réalisé une étude. Et si les gens veulent avoir le résultat de cette étude, bah, il faut qu'ils vous laissent leurs données. Et vous pouvez ajouter à ça un goodies premium. C'est-à-dire que les 3/4 des gens sur leur stand, ils vont avoir un carnet, un stylo. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut être présenté pour tout le monde, mais pour les prospects, on va dire les plus quali, qui viennent vous parler, qui prennent vraiment le temps de venir vous parler et qui ne sont pas là juste pour vous piquer un stylo, ben ça vaut le coup de leur offrir quelque chose qui a un rapport avec l'événement, qui a un rapport avec ce que vous avez à offrir. Si je prends l'exemple de Stello, par exemple, qui a utilisé la cordée, du coup, l'image de l'escalade, ça pourrait être un mug avec un mousqueton, parce que du coup, voilà, comme ça, ils disent, de toute façon, on vous assure, et ça marche tant pour de la cordée que pour un salon. Mais c'est un goodies qui est plus premium que juste un stylo, donc on ne va pas non plus le distribuer à n'importe qui. Mais la personne qui a montré un réel intérêt, elle va vraiment se rappeler de vous parce que vous lui avez offert un objet utile et un objet qui compte en fait, qui est premium, on va dire, et qui, normalement, elle devrait l'utiliser, donc elle se rappellera forcément de vous. Donc voilà, donc la partie animation du stand est vraiment énorme. Et ouais, j'insiste sur la partie créer une identité individuelle. Je ne sais pas si vous faites un événement spécifique. Demain, Stello ouvre son événement à avoir des sponsors.
Vous pouvez avoir juste un kakémono hyper visible, mais qui raconte peut-être pas votre discours. Mais vous pouvez, par contre, avoir justement un goodies spécifique à l'escalade s'ils refont ça dans une salle d'escalade. Ce sera mieux qu'un stylo. Et du coup, selon les événements que vous faites, vraiment essayez de trouver un message et une incentive qui va bien avec l'événement derrière. Voilà pour la partie facteurs clés de succès des salons. Je vois qu'il y a une question dans l'onglet questions, donc je vais juste regarder rapidement. Quel est votre budget par salon et budget global? Alors, ça dépend vraiment des salons. C'est-à-dire que si jamais c'est un salon qu'on n'a jamais fait ou qu'on teste vraiment pour la première fois ou on n'est pas sûr, on va avoir vraiment un faible budget en termes de participation. C'est-à-dire que parfois, on va même dire on ne prend pas de stand, on fait juste la prise de parole. Et derrière, on se balade dans le salon. Et dans ce cas, on va avoir des enveloppes, on va dire, à 2 000 ou 3 000 euros. Et par contre, on va mettre le paquet sur l'animation de cette conférence. L'année dernière, on avait créé un chatbot qui permettait de recevoir une surprise. Et en gros, on avait créé des cartes, comme des cartes de visite avec un QR code dessus. On les a distribuées sur toutes les chaises des personnes qui participaient à la conférence avant qu'elles arrivent à la conférence. Et au milieu de la conférence, on leur a dit OK, maintenant, vous avez tous eu une carte sur votre siège au moment où vous êtes arrivés. Prenez-la et scannez le QR code. Ça nous a permis, nous, du coup, de récupérer vraiment les données des gens, les données des personnes qui étaient intéressantes. Ça leur a permis de faire vivre l'expérience Je dis merci, parce qu'après, ils ont reçu un colis chez eux avec un cadeau. Et derrière, c'était hyper facile de les rappeler pour leur dire hey, du coup, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez aimé les petits biscuits qu'on avait mis à l'intérieur? Et donc, les 3/4 du budget va plutôt passer sur une action comme ça, où dessus, on va remettre, là, je ne sais pas, ça nous avait coûté 900 ou 1000 euros peut-être. Mais en tout cas, ça nous avait vraiment permis d'engager les gens, d'animer une conférence un peu originale et d'engager les gens sur un format qui change de d'habitude. Le fait de les rappeler en leur disant hey, c'est pas juste vous êtes venu à ma conférence, vous êtes venu à ma conférence et j'ai vu que vous avez reçu ma petite carte après ou mon petit livre blanc. Enfin, ça peut être hyper pratique de dire voilà, ça c'est en conférence, elle existe sous format livre blanc, téléchargez le livre blanc et dès que la personne a reçu la version physique du livre blanc, vous décrochez et vous rappelez. Et la personne, normalement, saura exactement de quoi vous parlez. Et le timing est lié du coup au courrier qui arrive plutôt que 2 jours plus tard, j'ai rappelé tous les gens qui étaient venus à ma conférence. Voilà, on essaye de se démarquer avec ce genre de format. J'espère que ça répond à la question budget. Je ne sais pas si c'était une question budget au global sur l'année ou par salon. Maintenant, du coup, je vais laisser la parole à Ophélie pour revenir sur l'événement de la Cordée, qui est l'événement qu'ils ont créé en décembre dernier. Yes. Eh bien, pour revenir sur cet événement, qui était la première édition pour nous, parce qu'en fait, on venait juste de lancer la marque Stello et de rebrander. Donc, on est passé de Easy Blue à Stello. Et l'objectif de cet événement, c'était d'installer la marque dans le paysage en fait, de l'entrepreneuriat. Déjà, on le disait tout à l'heure, quand on organise un événement, il faut choisir, faut l'organiser par rapport à l'objectif qu'on se donne. Il y a des événements avec des objectifs de conversion. Notre objectif, c'était clairement la notoriété. Donc, on n'a pas du tout cherché à vendre de produits. C'était vraiment vente de produits d'assurance ou c'était vraiment un objectif de se faire connaître. Et du coup, toute la journée était vraiment focus là-dessus. On s'est dit donc, les entrepreneurs, ils prennent jamais de temps pour eux. Comment est-ce qu'on peut les aider à mieux se former, à mieux se rencontrer quel format conviendrait le mieux? Donc tout de suite, on s'est dit, il faut faire quelque chose de physique et pas quelque chose de digital. Ça sortira un peu du lot et surtout, ça va leur permettre de rencontrer leur père, en fait, d'échanger. Donc, on a tout misé sur une journée entière dédiée vraiment à l'entrepreneuriat, en physique, avec un ADN d'aventurier, avec la localisation dans une salle d'escalade. Donc, c'était une salle Arcos. Ça a été très fort aussi parce que Arcos, quand on leur a présenté le projet, ils nous ont dit mais on veut que ce soit chez nous. Enfin, on a beaucoup de grimpeurs qui sont entrepreneurs, qui sont freelance. Et ça correspond complètement à notre image aussi. Donc le lieu, ça a été vraiment évident de le faire chez Arcos. Et ensuite, on s'est dit ok, comment est-ce que les gens s'inscrivent et tout. On a donc
développé une page sur notre site web pour permettre l'inscription et on a fait en sorte, on a décidé que l'inscription serait gratuite, donc on prenait tout en charge. Et aussi, on a décidé que pour que les entrepreneurs prennent vraiment une journée entière alors qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre du temps pour eux, il fallait que ce soit facile, attirant, etc. Donc, on les a coucounés en fait avec 3 repas. Donc vraiment, ils sont arrivés, ils avaient un super petit-déj. Après, ils sont restés entre midi et 2 pour manger tous ensemble. On avait prévu le repas de midi. On avait prévu aussi un encas pour le goûter. Et l'objectif, c'était vraiment qu'ils viennent pour une conférence et qu'en fait, ils restent toute la journée. Ça a super bien marché. Et du coup, on a fait aussi un petit apéro le soir avec un DJ set. Donc, c'était hyper quali. On a vraiment misé sur le confort. Et on a choisi les thématiques selon leurs enjeux. Donc, typiquement, l'entrepreneur, on s'est dit, OK, il y a clairement un enjeu de business. Comment attirer des clients, fixer ses prix, etc. Ensuite, il y a aussi un enjeu en ce moment de personal branding, notamment sur LinkedIn. Donc, on en a fait un sujet entier. Il y a toujours le sujet de la santé mentale, de l'équilibre vie pro, vie perso. Quand on entreprend, c'est facile de se perdre un peu. Donc, on en a vraiment fait un sujet aussi, où on a fait venir un coach en développement personnel. C'était hyper intéressant. Et on a fait une dernière table ronde sur la quête de sens. Et c'est aussi un sujet qui est très en vogue sur le fait d'avoir envie de travailler avec une mission, en fait, d'avoir un impact. On a décidé de tout faire maison, autant l'opérationnel que la logistique, que l'animation. Donc, c'était François-Xavier, notre CEO, qui animait toute la journée. Et on a aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, impliqué toutes les équipes pour faire l'accueil, le photographe, la création du contenu et tout. C'était vraiment 100% fait maison. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va pouvoir revenir sur les éléments chiffrés, le bilan chiffré de cet événement. On s'est dit quel KPI on regarde en premier pour savoir si on a réussi cet événement. Donc, on en a trouvé 3. On a trouvé les visiteurs sur le site de Stello en se disant, OK, si on a un objectif de Noto, c'est qu'on a un objectif de visiteurs sur site. On a envie qu'il y ait des gens qui connaissent notre marque et qui viennent sur notre site grâce à cet événement. Donc ça, c'était un peu notre KPI clé. Ensuite, on s'est dit aussi sur l'audience, vu que c'est de la Noto, on a envie de toucher un maximum de monde. Donc, on va regarder le reach des publications sur les réseaux sociaux, on va regarder le reach de la campagne d'influence. Donc ça a été le deuxième vraiment KPI fort. Et ensuite, bien sûr, les inscrits et les participants. Ça, c'est des KPI qui sont hyper importants pour tout événement parce que ça permet vraiment de mesurer l'intérêt de l'audience pour les sujets de l'événement et de savoir qui est vraiment venu. Sur la manière dont tu as calculé tes résultats, tu les as calculés sur quelle période Est-ce que, par exemple, tes visites du site, tu les as prises depuis le moment où vous avez lancé la com et combien de temps après l'événement, vous avez continué à calculer la donnée? Eh bien, du jour de l'ouverture des inscriptions où on a commencé à communiquer, donc 1 mois avant, jusqu'au jour de l'événement. Ok, donc à l'intérieur, vous avez peut-être même eu derrière encore plus de gens qui sont venus après l'événement grâce à la com post-événement. Ouais, on a réussi à traquer les personnes qui sont venues sur la page de l'événement et qui ensuite ont fait des demandes de devis. Et il y a eu un impact, donc il y a même eu un impact en termes de conversion et donc un impact business post-événement. Mais c'est vrai qu'après, on a arrêté de regarder les stats de visite sur site. On a vraiment regardé plutôt les stats de conversion en se disant, même si on n'a pas parlé produit, est-ce que ça a eu un impact sur le business? Et ça a eu un petit impact sur le business. Donc, même si ce n'était pas un KPI, important pour nous pour cette fois-ci, c'est aussi agréable de voir que finalement, ça a déclenché pas mal de demandes de devis. Super. Du coup, avant de passer sur le résumé, je vous laisse mettre vos questions dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat. On pourra y revenir juste après. En gros, du coup, pour résumer maintenant les 6 facteurs clés de succès dont on parlait en début de conférence
Pour un événement maison, c'est donc pas de succès sans communication, et c'est une communication non-stop. C'est d'avoir des intervenants quali qui parlent à l'audience. C'est d'impliquer les équipes en interne pour s'assurer que l'événement est vivant, que les gens sont engagés et que tout le monde puisse bien y participer. Pour un salon, c'est d'engager les sales et parfois même du coup les CSM. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais si vous avez les Customer Success Managers, c'est aussi le bon moyen de les engager dans ce genre d'événement. Il n'y a pas d'événement sans prise de parole. Et l'animation du stand, elle est différenciante. Et pour moi, c'est un stand par événement. Et quand on dit un stand, du coup, c'est parce qu'aujourd'hui, les événements, de toute façon, il n'y a plus ces fameux corners où il faut mettre 15 000 € dans son stand. Maintenant, un kakémono, une table haute, ça fonctionne très bien. Et du coup, un kakémono, c'est très facile d'en faire un par événement. Et après, il y a la localisation. Voilà, je l'ai noté 5 fois parce que c'est vraiment l'élément clé, que ce soit un salon ou un événement fait maison. C'est un facteur clé de succès bonus, mais c'est parce que c'est même pas un facteur clé de succès tellement c'est obligatoire et évident. On va maintenant passer aux questions. Alors, je vais regarder dans l'onglet. Ophélie, on a une pour toi sur comment est-ce que tu as évalué les campagnes d'influenceurs. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on leur a fourni, chaque créateur de contenu, chaque influenceur avait un lien traqué pour motiver sa communauté à s'inscrire. Donc, en fait, on pouvait traquer exactement quel inscrit venait de quel influenceur. Donc, on savait typiquement la part que chaque influenceur avait réussi à motiver, la part d'inscrits que chaque influenceur avait réussi à motiver. Donc, on pouvait savoir quel influenceur avait eu le plus d'impact sur sa communauté. Et on a aussi demandé, en fait, ils fournissent le reach, donc le nombre d'impressions, le nombre de vues de chacune des publications. Et puis, ce qui s'est aussi passé après, qui est plus quelque chose au feeling et à l'émotion, mais qui a été très fort, c'est que il y a deux choses. Il y a que le jour J, pendant l'événement, les intervenants donc qui sont créateurs de contenu sont restés toute la journée, alors que c'est des personnes qui ont généralement pas le temps, et ils sont vraiment restés toute la journée, et ils ont pris plein de questions, ils ont pris le temps de rencontrer les entrepreneurs, de discuter avec eux, d'expliquer leur histoire. Et en fait, rien que ça, on s'est dit, ok, la mission est réussie, parce que on arrive à faire échanger des créateurs de contenu, des solopreneurs qui ont vraiment très très bien réussi, avec des personnes qui sont en train de monter leur boîte. Et du coup, la valeur des échanges, c'était vraiment hyper riche, et on a eu beaucoup de remerciements par rapport à ça. Et le deuxième truc, c'est que le lendemain de la cordée, donc le 7 décembre, on a eu une pluie de publications sur LinkedIn de participants pour nous remercier. Et du coup, là, on s'est dit, ok, on n'a payé personne pour le faire. On s'attendait même pas on s'attendait à ce qu'il y ait un peu des reposts ou des gens qui prennent des photos et tout. Mais là, il y avait vraiment des remerciements. C'était assez impressionnant. Et à chaque fois, ils citaient les intervenants, les créateurs de contenu, en disant que c'était génial, que les prestations étaient ouf. Donc, il y a une évaluation au feeling et à l'émotion où tu ressens que ça a marché. Et puis, il y a l'évaluation vraiment chiffrée où là, tu mets des liens traqués de partout. Et du coup, ça te permet d'avoir vraiment des chiffres, en fait. Et comment est-ce que vous aviez défini votre objectif de toucher 500 000 entrepreneurs? Qu'est-ce qui a déterminé ce chiffre? Franchement, les objectifs au début, c'est un peu doigt mouillé. Hein. On va pas se mentir. Quand on fait un premier événement, on se dit, ok, si on est hyper ambitieux, qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher? On l'a vraiment défini comme ça, en fait. En se disant, si on arrive à toucher 500 000 personnes, c'est la folie. Si on arrive à ce qu'il y ait 3 000 inscrits, c'est la folie. Et si on a 1 500 participants, c'est top. Et on l'a vraiment défini. C'était notre objectif un peu rêve. On a regardé, bien sûr, les communautés des influenceurs qu'on allait faire intervenir. On a regardé notre communauté aussi. On s'est basé
On a fait de la veille aussi. La veille, ça nous a pas mal aidé. Typiquement, moi, j'ai rencontré le CMO de You Love World, qui est une agence de contenu qui fait des super événements, hyper inspirants. J'ai regardé aussi les événements de PlayPlay. J'ai regardé les événements de Tribu Indé. Je me suis basée sur, OK, au bout de la 4e édition, ils arrivaient à avoir 5000 participants. Donc ouais, c'est un peu benchmark, un peu le doigt mouillé et le de quoi on rêve. Et après, redescendre un peu sur quelque chose de réaliste par rapport à sa communauté. Mais j'avoue que c'était surtout au feeling. Super, merci Ophélie. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Du coup, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Ophélie pour ton témoignage. Et du coup, si je comprends bien, la Cordée aura une nouvelle édition l'année prochaine. Ouais, exactement. On nous a demandé de ne pas attendre un an avant de le refaire. Donc, on va le refaire avant décembre, on va le faire en septembre. Et du coup, vous entendrez forcément parler de nous parce que potentiellement, on recherche des partenaires, on recherche des entreprises ou des entrepreneurs qui ont envie de prendre la parole, des personnes qui ont envie de parler de leur histoire, soit autour de la fondation d'une entreprise, du lancement d'un business. Donc, si le projet vous plaît et que vous avez une idée à nous apporter ou une idée sur des synergies potentielles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je mettrai le contact d'Ophélie dans l'email de replay, comme ça, si jamais vous avez envie de la contacter, vous pourrez. Donc voilà, très vite, on va vous envoyer et la présentation pour que vous retrouviez les slides et le replay. Et en attendant, du coup, on vous souhaite une excellente journée en ce jeudi. Merci Tiffaine, merci à tous.